Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview du Midi Show. Nous sommes actuellement le samedi 12 décembre et notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Gérald Kierzek. Bonjour docteur, Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. comment allez-vous? Bah moi je vais bien, hein, je vais bien. Voilà, je suis à l'hôpital, je suis à l'Hôtel Dieu où on en reparlera, hein, mais c'est Mhm. les administrations là qui gèrent un peu cette crise de manière un peu bizarre quand même, cette soi-disant deuxième vague. Et vous voyez que j'ai dit soi-disant D'accord, Ah, déjà. ouais. ah oui, Déjà, déjà oui. déjà, oui, on n'est pas encore à la fin de la première soi-disant, ils nous disent déjà la deuxième vague. Ça, c'est à Et voir non, aussi. non, 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 vous avez loupé une étape là, on attend la troisième là. Ah, on attend la troisième. Ah, Ah, ah ouais. ah, Jamais d'accord, deux ah, sans Ouais, bah trois. déjà une information exclusive. C'est ça. On est exclusif. déjà en avance. On Ouais. va commencer par les premières questions. Euh, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que la COVID-19 pour nos téléspectateurs? Alors, la Covid-19, on l'avait fait dans une précédente émission et je crois que maintenant, Attention. les gens sont bien informés. Ouais, Je vous dis ça parce qu'on a lancé un sondage. Là, je m'occupe du site Doctissimo, qui est le site de TF1. On d'accord. a lancé un sondage avec 20 minutes Doctissimo et un institut de sondage qui s'appelle YouGov. Et en fait, quand on posait la question sur le niveau d'information, plus de 90%, 92, 93% des gens ont des bonnes informations sur la Covid, sur les mesures barrières. Donc, on va juste le Mhm. rappeler sommairement, mais je pense que tous Voilà, nos sommairement. auditeurs, ils Voilà. connaissent parfaitement. C'est-à-dire que c'est un virus, un nouveau virus. Ça fait quasiment un an maintenant qu'on est avec Ah oui. la première découverte de ce virus à Wuhan. Il Mhm. est arrivé tranquillement chez nous et puis après, il a un peu augmenté, j'allais dire un peu explosé dans deux régions, Grand Est et Île-de-France. C'est un virus respiratoire, c'est un virus de la famille des rhumes, des coronavirus, mais chez les plus Mhm. fragiles. Et quand on regarde les chiffres, parce que maintenant on a le recul, chez les plus fragiles, c'est-à-dire les gens qui sont âgés, hein, en particulier les plus âgés d'entre nous, il peut avoir une mortalité importante. Hein. Mais la pneumonie, c'est pareil. Hein, quand vous avez une pneumonie, une infection du poumon, il y a une mortalité importante. Et on voit que la médiane d'âge des décès liés au coronavirus, elle est de 84 ans. Donc même s'il y a des exceptions, il y a parfois des jeunes, etc., mais ça arrive avec la grippe ou avec tous les virus, c'est plutôt un virus qui va attaquer les plus fragiles, les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, les personnes en état d'obésité, etc. Mais les diabétiques, aussi les hypertendus, mais surtout les plus fragiles. Et quand on regarde à titre individuel, ce virus chez vous, chez moi, il y a de grandes chances, 99% des cas, pour qu'on ait juste une espèce de rhume et puis c'est tout. Tout le problème, c'est qu'il est très contagieux, donc il faut quand même aller chercher, débusquer les gens qui sont contaminants, parce que si on ne les débusque pas, bah, ils contaminent, même eux sans s'en rendre compte, et ils risquent d'arriver chez les plus fragiles. D'accord. Voilà, mais Et j'ai... c'est pas Ebola et c'est pas la peste, pour résumer. Oui, d'accord. Ouais, mais Et j'ai... c'est important de le dire parce que les gens Oui, ont bien sûr. peur, quoi. Je crois qu'on est vraiment Oui. dans une espèce de climat de panique qui est assez Ah oui, terrible, alors ouais. que la réalité, ce n'est pas ça. D'accord. Ben, j'ai une question d'un téléspectateur qui a écrit sur les réseaux sociaux. Si nous prenons un traitement de vitamine D comme Andurol, avons-nous le risque d'être contaminé par le virus? Si quoi, pardon, j'ai pas entendu ça a coupé. Oui, excusez-moi. On prend un traitement de vitamine D comme Andurol. Est-ce on a Ah, pu être risqué à avoir le virus ou pas? À être contaminé, quoi. alors, la vitamine D, c'est une bonne question parce que l'Angleterre, il y a plein de pays qui donnent beaucoup de vitamine D parce que ça vient d'études qui ont montré que quand on avait pris de la vitamine D, il y avait moins de formes graves. Et à contrario, chez les gens qui étaient hospitalisés en réanimation avec les formes graves, eh Mhm. bien ces gens-là, quand on dosait la vitamine D, ils étaient sous-dosés, ils étaient en carence, ils Mhm. étaient en Ah manque. oui, Donc, on d'accord. D'accord. pense que la vitamine D aurait un rôle. Après, est-ce que c'est un rôle de causalité? Est-ce que c'est vraiment préventif? Est-ce que ça aide à lutter? Oui, probablement. J'allais dire, ça ne fait pas de mal d'en prendre, mais vous en avez. Alors, quand vous mettez au soleil, déjà, vous avez de la vitamine D, hein, puisque quand les rayons du Mhm. soleil tapent sur votre peau, eh bien, votre peau synthétise de la vitamine D. On en a dans l'huile de foie de morue, vous vous rappelez? Enfin, vous vous rappelez, non, vous êtes un peu Oui, jeune, Nos parents, ils en avaient à mais l'école. voilà, ils en avaient à l'école de l'huile de foie de morue. Ben exactement, c'est de la vitamine D. Et puis, ça ne fait pas D'accord. de mal de prendre une petite cure. Si ça ne fait pas du bien, comme disait ma grand-mère, ça ne fait pas de mal. exactement. Bon, ben, on va passer aux autres questions de l'équipe. À toi, David. Alors, rebonjour docteur. Donc, selon vous, petite question, y aura-t-il, bon, on en parle un peu au début, une troisième vague? C'est sûr, vous avez peut-être déjà des dates, enfin, on peut estimer des dates, etc. On dit jamais Il est précis 203. en plus. Si vous pouvez nous dire plus Alors, d'infos.
Alors, moi, je vais vous dire, déjà, la première vague, je l'attends toujours. Parce que la première vague, mais oui, mais on en avait parlé un petit peu. Mais la première vague, oui, ça a été des services de réanimation qui étaient un peu submergés. Mais comme d'hab, les services de réanimation, ils sont en permanence saturés. Et il y avait deux régions, c'était Grand Est et l'Île-de-France. Mais enfin, ailleurs, il n'y a jamais eu de première vague, déjà. Donc, c'est important de le repréciser. Donc, la deuxième vague dont on parle actuellement, c'est une première vague dans les régions qui n'avaient pas eu cette première vague, entre guillemets. Donc là, on D'accord. parle de la troisième. C'est l'évolution classique d'une épidémie. C'est-à-dire que ça Oui. fait une courbe en cloche, et puis après, ça s'éteint un peu parce qu'il fait beau, parce qu'on confine, parce que je ne sais quoi. Puis après, hop, ça remonte un peu. Les plus fragiles, malheureusement, décèdent. Les plus résistants s'immunisent. Et donc, il est fort probable qu'effectivement, au déconfinement, en tout cas, si on ne fait rien, si on déconfine ou si on allège le confinement, eh bien, on aurait évidemment des gens qui vont se remettre ensemble, et donc le virus va se remultiplier. Après, il est fort probable que cette vague elle soit moins élevée que la première. Moi, je pense que cette crise, et plus on a le recul maintenant, plus on peut dire que c'est une crise structurelle de notre système de santé qui est incapable de gérer ce genre d'épidémie. Imaginez si c'était Ebola. Imaginez si c'était vraiment un virus avec 30% Ah de ouais. mortalité. Enfin, on serait incapable de le faire, quoi. Là, on est. Donc, oui, il y aura probablement une troisième vague. Et là, ça va déconfiner d'ici Noël, jour de l'an. On imagine que ça va recontaminer après. On va voir si on refait rien encore, on va regarder les courbes augmenter de Ouais. réa qui se remplissent comme d'hab, de Mm. tests qui Ouais. augmentent comme d'hab. Et si on fait Oui. rien, c'est-à-dire que si on ne va pas chercher des tests antigéniques rapides ou si on n'augmente pas les capacités hospitalières, qu'est-ce qui va se passer? Au mois de février, on referme. Mm. C'est du stop and go, ce Mm. qu'on appelle du stop and go. Ouais. Ouais, d'accord. Ah ben, moi, j'ai une autre question d'un autre téléspectateur. Étant asthmatique, donc à risque, qu'est-ce que vous le conseillez de se faire vacciner rapidement ou d'attendre les premières efficacités du vaccin, que soi-disant qui arrive au début d'année? On va attendre déjà d'avoir les papiers scientifiques, les études, parce que là, Oui, on a des communiqués de presse pour l'instant. Donc, ça a l'air d'être efficace, c'est une super nouvelle. Il faut attendre d'avoir les papiers scientifiques pour pouvoir dire, voilà, telle partie de la population va gagner assez de vaccination. Par exemple, les plus fragiles. Alors, je ne sais pas si les asthmatiques seront dedans ou pas. Je crois que déjà, pour hein, notre ami qui nous regarde, asthmatique, c'est pas un facteur de risque particulier du Covid grave. Donc, déjà, il faut le d'accord. dire. Et s'il prend de la cortisone, comme on avait dit au début, il ne faut pas prendre de la cortisone, etc., lui, il continue son traitement. Ça, c'est important. Et le troisième message, c'est D'accord. que c'est son médecin qui lui dira s'il faut se vacciner ou pas. Mais globalement, je pense que ça serait raisonnable de vacciner les plus à risque. Et les plus à risque, c'est les plus âgés. Voilà. Pour D'accord. faire simple. D'accord. Et pas D'accord. forcément les malades asthmatiques ou autres. Mais encore une fois, c'est trop tôt pour le dire. Vous savez, il y a deux vaccins. Là, on a vu les taux d'efficacité assez faramineux, 92, 95%, avec une course à la communication. Et puis là, AstraZeneca qui sort un vaccin où là, ce qui est étonnant, c'est que c'est la demi-dose qui est plus efficace qu'une double dose. Donc, c'est un peu bizarre. Mais enfin, bon, voilà, pourquoi pas. Et puis là, il y a un nouveau vaccin aussi, Sanofi, qui va sortir ça. Et ce n'est pas du tout le même que les autres, parce que les autres, c'est un vaccin complètement innovant. On prend le code génétique du virus, ARN, donc on prend l'ARN, on l'injecte dans votre corps, hein, puisque dans la personne qu'on Mhm, vaccine, donc on n'injecte pas du virus, on injecte son code génétique. Et ce code d'accord. génétique va aller infiltrer les cellules, et c'est nos propres cellules qui vont fabriquer des petites parties du virus qui seront en charge d'aller stimuler le système immunitaire. D'accord. Mm. Ah, Ah oui, d'accord. d'accord. Bon, bah, toi, Voilà. Fredo. Alors, du coup, depuis le Covid, quelle est votre journée type, docteur Gérald Kirzek? Alors moi, c'est un peu particulier parce que moi, je suis à mi-temps à l'hôpital, là, et ma journée type, donc depuis le début de la crise, c'est entre les médias et l'hôpital, hein, sous forme de garde essentiellement, jusqu'à fin octobre. Là. Et donc la première vague, parce qu'il y avait vraiment, oui, il y avait un peu plus d'activité, mars, avril, mai. Moi, j'étais en renfort à Cochin dans un service d'urgence dédié au Covid. Et là, on a essayé, en fait, ce qu'il faut éviter de faire, en fait, c'est d'arrêter l'hôpital pour prendre que des malades Covid. Parce que si on arrête l'hôpital, ça veut dire que les malades non Covid, on ne les prend pas en charge. Donc nous, là, aux urgences de l'Hôtel Dieu, jusqu'à peu de temps, on prenait en charge tous les patients, Covid, pas Covid, etc., avec des circuits qui sont bien déterminés de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination d'un circuit à un autre circuit. Si vous venez pour une entorse de cheville, il ne s'agit pas que vous repartiez avec le Covid, par exemple. Ça serait un peu dommage.
Ah oui. Et puis là, pour des raisons de manque de personnel, le personnel paramédical a été transféré sur l'hôpital Cochin, alors qu'il n'y a pas forcément de besoin, parce que l'activité des services d'urgence a été divisée par 2, voire plus, que les services qui étaient Covid sont en train d'être désarmés. Donc voilà. Moi, cette année, je ne suis pas allé, enfin, cette vague, entre guillemets, je n'aime pas appeler ça comme ça. Moi, je m'occupe de l'Hôtel-Dieu exclusivement. Et donc, ma journée type, moi, c'est toujours quand je fais la garde la nuit, je vais à la télé le lendemain. Enfin, vous voyez, c'est toujours sur les 2 pieds. Et puis, depuis la rentrée, je m'occupe du site doctissimo.fr aussi. Donc, on fait beaucoup d'informations santé. Voilà. D'accord. D'accord. Une dernière question de nos téléspectateurs. Que pensez-vous d'un traitement homéopathique peut nous protéger contre la Covid? Non, alors là, clairement, non, parce que l'homéopathie, et pourtant, moi, je suis un défenseur de l'homéopathie, c'est-à-dire que D'accord. l'homéopathie, c'est quelque chose qui est alternatif, on ne sait pas si c'est placebo, pas placebo, mais enfin, plutôt que de donner des médicaments méchants, pourquoi pas donner de l'homéopathie, voilà, quand il n'y a pas besoin d'antibiotiques, quand il n'y a pas besoin, quand on a le Covid. Qu'est-ce qui se passe dans 99% des cas? Vous n'avez rien, il ne se passe rien, on vous donne du Doliprane. Pourquoi pas donner de l'homéopathie dans ce cadre-là? Moi, ça ne me dérange pas. Bien sûr. Les homéopathes vont dire ça booste les défenses immunitaires, etc. J'en sais rien, je ne suis pas compétent sur ce sujet-là. En revanche, dès qu'on a une forme grave, 1% des cas, c'est-à-dire une douleur à la poitrine, des difficultés à respirer, ou là, il faut faire un scanner déjà pour aller voir l'état des poumons. Et puis, il y a des protocoles qui sont en place. Maintenant, on donne de l'oxygène assez vite, on donne un antibiotique qui s'appelle de l'azithromycine, on donne des anticoagulants parce qu'on sait que ça a donné des phlébites et des embolies pulmonaires. C'est des petits caillots qui viennent boucher les poumons. Et donc là, il n'est pas question, bien sûr, de donner de l'homéopathie parce qu'il faut être actif. En fait, l'erreur sur la première vague et la grosse différence avec la première et la deuxième vague, entre guillemets, c'est qu'en fait, on a regardé les malades de la première vague, ils n'allaient pas bien, les réanimateurs les prenaient, les intubaient, vous mettez un tuyau dans la bouche, etc. Et globalement, ça ne se passait pas très bien, avec beaucoup de décès. Parce qu'on ne repérait pas l'embolie pulmonaire, parce qu'on faisait plus de mal que de bien avec l'intubation. Et ça, on a beaucoup appris maintenant, et notamment appris à traiter les gens tôt. Donc, dès que ça ne va pas, dès qu'il y a des facteurs de risque, dès que c'est quelqu'un âgé, il faut faire un scanner assez vite et il ne faut pas attendre que le taux d'oxygène se casse la figure, quoi. Donc, globalement, il faut vraiment agir. Puis là, vous voyez, pendant que je vous parle, je regardais la FDA, les autorités américaines, qui sont en train de donner une autorisation aussi à de nouveaux traitements, les anticorps monoclonaux. C'est ce que Trump avait eu. Vous savez, on donne des anticorps de synthèse, ce n'est pas des anticorps pris chez des malades, et on les injecte aux malades. Donc ça, c'est après, c'est une gradation des soins. Et si vous n'avez rien, pas de problème, homéopathie, Doliprane, ce que vous voulez. Au-dessus, il faut faire le scanner et après, on met oxygène, anticoagulant, antibiotiques éventuellement. Et puis après, quand on rentre dans des phases plus graves, on peut rentrer avec des traitements plus innovants, d'essais thérapeutiques, etc. Mais c'est dans le cadre d'essais thérapeutiques. Il n'y a pas de médicament miracle. Voilà. En fait, on a appris maintenant à protéger les gens contre la maladie. On a appris beaucoup de choses maintenant. On a appris à mieux soigner. C'est-à-dire qu'avant, il y avait vous restez chez vous ou alors vous êtes moribond, mourant et hop, c'est en rayant, on vous met un tube dans la bouche et malheureusement, les gens mouraient. Et là, on a pris en charge tous les autres patients. C'est-à-dire qu'on a appris à les surveiller à la maison, à mettre le saturomètre, vous savez, ce petit truc qu'on met au bout du doigt, pince, là, avec, il y a un chiffre de saturation qui est le taux d'oxygène dans le sang, parce qu'il y a un truc très particulier dans cette maladie qui s'appelle l'hypoxie heureuse. Alors, c'est quoi ce terme-là ? Hypoxie, ça veut dire qu'on manque d'oxygène et heureuse, ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, je suis souriant en train de vous parler et en fait, je manque beaucoup d'oxygène. Et le seul moyen de vous le dire, c'est d'avoir la petite pince au bout du doigt. Et quand ça se casse la figure en dessous de 95-94%, alors que vous étiez à 99% de taux d'oxygène, eh bien là, il faut s'inquiéter, il faut appeler le SAMU, on vous fait un scanner, on dépiste éventuellement l'embolie pulmonaire ou la pneumonie et là, on vous donne de l'oxygène. C'est hospitaliser les malades et donner de l'oxygène tôt qui sauve les malades, clairement. Clairement. Voilà. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. D'accord. Alors, on n'avait pas du tout ça. On n'avait pas du tout ça en première partie. Mais c'est normal. C'était une maladie qui était assez neuve, qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, il faut vraiment apprendre aussi des erreurs. Et encore une fois, moi, il y a des chiffres qui sont assez parlants. Quand je dis que 84 ans, c'est la médiane d'âge, ça veut dire que voilà, c'est des gens extrêmement âgés qui décèdent. Je rappelle que l'espérance de vie en France d'un homme, elle est moins de 80 ans quand même. Donc ça, c'est le premier chiffre. Et quand on regarde la mortalité globale, quand on fait 40 000 décès sur 67 millions de Français, ça fait 0,0 quelque chose. Donc, je trouve qu'on a
on a une espèce d'art. Nous, à l'hôpital, les médecins, les professionnels de santé, bon, certains, les réanimateurs, voyaient que par le bout de la réanimation. On disait, oh là là, c'est terrible, il y en a plein. Oui, sauf que l'année dernière, il y avait plein de malades aussi et qu'ils étaient pleins parce qu'il manque de lits, etc. Mais sinon, quand on se recule un peu et qu'on regarde, c'est pas Ebola, c'est pas la peste, je le redis, et c'est important. Et c'est important de rassurer les gens parce qu'on les a beaucoup affolés. Les gens, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi, je disais beaucoup au début de la crise, le coronavirus, vous marchez, ça ne vous saute pas dessus, et si ça vous saute dessus, ça ne vous tue pas automatiquement, parce que c'est l'impression qu'on avait. C'est-à-dire que je te touche, je te contamine, je te tue. Or, dans 99% des cas, ce n'est pas ça. 99% des cas, ce n'est pas ça. Et je pense que ce n'est plus une maladie de réanimation, mais que c'est une maladie avant la réanimation. Il ne faut pas attendre d'aller en réanimation. C'est trop tard quand on va en réanimation. D'accord. D'accord. Et est-ce que les femmes sont plus sensibles que les hommes au niveau de la maladie ou les hommes, du coup, sont plus touchés par cette maladie? Les hommes. Les hommes hommes sont sont, beaucoup plus sensibles. épidémiologiquement, les hommes sont plus sensibles. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a des phénomènes hormonaux? Est-ce qu'il y a une fragilité? Vous savez, l'espérance de vie d'un homme, de toute façon, elle est plus faible que celle d'une femme, hein, déjà, de base. Est-ce qu'il y a le virus agit avec des récepteurs plus développés chez les hommes? Ça on ne sait pas trop encore. Puis les hommes, quand je dis qu'ils ont une espérance de vie plus faible, ça veut dire qu'ils ont une fragilité. Ils ont des maladies cardiovasculaires, ils ont de l'hypertension artérielle, ils sont un peu plus gros. Vous voyez, il y a plein de choses qui jouent sur cette différence homme-femme. Mais clairement, c'est les hommes. On ne sait pas trop dans les trucs un peu bizarres aussi. Il y avait l'histoire de la nicotine, vous savez, le tabac, parce que le tabac, c'est quelque chose qui protège, qui ne protège pas. Ça, il y a des études en cours. Je crois que vraiment, il faut sortir de la tête l'idée d'un traitement miracle pour l'instant. Voilà. Alors, est-ce que le vaccin sera miracle? C'est une bonne nouvelle, hein, c'est sûr. Mais de là en attendre un miracle, je crois qu'il faut attendre là aussi les études scientifiques, peut-être pas se précipiter tout de suite. Enfin, on va avoir des éléments là. D'accord. On va avoir des éléments assez vite. Ça veut dire que le vaccin, il faudra attendre les premiers retours pour voir s'il est vraiment efficace. Alors, alors l'efficacité, moi, je n'ai pas trop de doutes sur l'efficacité. Regardez les chiffres, ils ne les ont pas sortis comme ça de leur chapeau. Il faut attendre. Bien sûr, oui. Quelle population cible? Est-ce que c'est les jeunes, les plus anciens, les gens fragiles, pas fragiles? Voilà. Est-ce que c'est une immunité qui dure aussi? Je crois que c'est important à attendre, voir un peu le détail. Ça, ils ont déjà ces données. Et puis, il y a le deuxième élément, parce qu'il y a l'efficacité, mais il y a la sécurité aussi de ce vaccin. Et ça, il faut un peu de recul. Donc, on commence à avoir, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont commencé les essais cliniques, mais bon, là aussi, est-ce qu'il y a des effets secondaires? À quel moment ils apparaissent? Parce que ce n'est pas pareil d'avoir des effets secondaires. S'ils sont très rares, quand on a fait une étude avec 50 000 personnes, vous ne les voyez pas. Si c'est un effet secondaire qui, je sais pas, qui touche une personne, qui est très grave, mais qui touche une personne sur 50 000, et que vous avez fait 40 000 personnes, statistiquement, bon, vous l'avez peut-être vu. Mais si c'est un effet qui touche 1 sur 500 000, sur 40 000 personnes, vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc c'est une histoire de balance bénéfice-risque, de sécurité, et ça va être fondamental de communiquer en toute transparence et honnêteté, parce que les gens, sinon, ils n'ont pas confiance, et sinon, ils ne seront pas vaccinés. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité là-dessus, faire de la pédagogie, la communication, pas de la communication. Oui, sur l'efficacité, je trouve que la communication qui s'est faite, là, un peu, ouais, j'ai 90, moi j'ai 92, moi j'ai 95, etc., c'était un peu… C'était la bataille de celui qui est plus… Enfin, il y a un côté un peu, je trouve que ça galvaude le message, il y a un côté un peu ridicule, les gens n'y croient plus. Enfin, vous voyez, je trouve ça assez déplorable. Voilà. D'accord. Donc, sur la sécurité, il faut être beaucoup plus sérieux, je pense. D'accord. Je voulais vous poser une autre question. Que pensez-vous de la fermeture des petits commerces ainsi que des commerces non essentiels? Moi, je pense déjà que ce terme non essentiel, c'est un terme qui est très inapproprié. Voilà, parce qu'il est très dépressogène. C'est-à-dire que les gens, moi, j'ai des copains copines qui sont dans le commerce et qui me disent, bah ouais, nous, on est. Et parfois, c'est rigolo parce qu'on se fait un Zoom, un Skype, ce que vous voulez, un WhatsApp, un machin. Et ils me disent, ah bonjour, c'est gentil de prendre des nouvelles du non essentiel. Ouais, il y a un côté, non, mais il y a un côté super discriminant, quoi, ça. Et ça veut dire quoi, non essentiel? Donc, je pense que voilà, c'est pas bon psychologiquement, puis même socialement, en termes de, on est tous essentiels en fait. Voilà, un être humain, c'est essentiel. Point. Donc, ce terme n'est pas bon. Après, est-ce qu'on peut rouvrir les commerces en toute sécurité? Moi, je pense que les commerçants ont joué le jeu. Je pense aussi que les restaurateurs ont joué le jeu. Il y a cette étude là, parue dans Nature qui disait oui, les petits commerçants ne contaminent pas, mais les restaurants, c'est terrible, ça contamine. Les salles de sport aussi, c'est haut de la pyramide. Ouais, enfin, c'était une pyramide qui ne s'intéressait que aux activités
économique que au commerce, restaurant, salle de gym. Et parmi ces trois, bah ouais, les restaurants, c'était les premiers par rapport au petit commerce. Mais surtout, la pyramide, il faut regarder plus large. Et quand on regarde plus large, où est-ce qu'on se contamine? On se contamine dans l'entreprise, on se contamine à l'école, on se contamine à la maison. Donc, il faut arrêter de stigmatiser là aussi les petits commerçants. Moi, je pense qu'il faut voilà, oui, il faut rouvrir avec des mesures sanitaires, des mesures sanitaires assez claires et pas trop contraignantes. Il faut que ça soit tenable. Encore une fois, on voit bien que c'est une histoire de comment ça va être tenable sur le long terme. Si on fait des trucs complètement délirants, une personne par magasin et tout, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Et puis, il y a un message qui est, il faut le passer encore, c'est aérer, aérer, aérer. Enfin, c'est pas compliqué, quoi. Si on aère, si on ventile, bon, on a les masques. Voilà. Les masques, il y a des études. Il va falloir aussi prouver la vraie efficacité des masques, notamment à l'extérieur. Oui, tout à fait. Ou les enfants qui doivent le porter dès l'âge de 6 ans. Ouais, ou les enfants qui doivent le porter dès l'âge de 6 ans, etc. C'est-à-dire que, cette crise-là, quand on voit comment ça se passe là, je me dis, si on avait Ebola, waouh, on est mal barré, hein. Vraiment. Oui, ça c'est sûr. Vraiment, et vraiment. Vous pensez quoi des écoles devraient rester ouvertes ou fermées ou des protocoles sanitaires plus renforcés? Non, mais faut ouvrir, quoi. Enfin, faut ouvrir. Alors, c'est intéressant que vous disiez le protocole sanitaire renforcé, pas renforcé, etc. Parce que rappelez-vous, en septembre, on a l'impression que les trucs défilent finalement, mais à chaque fois qu'il y a une mesure, soit plus stricte, soit au contraire moins stricte, mais on n'a pas l'évaluation. Et notamment en septembre, il y avait un protocole sanitaire qui avait été allégé dans les écoles. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le rôle de ce protocole sanitaire allégé sur, soi-disant, cette deuxième vague. Est-ce que c'est un rapport ou pas? Parce que ça permettrait d'ajuster aussi les choses et de savoir s'il faut qu'on ajuste à la hausse ou à la baisse, quoi. Mais on a l'impression qu'il y a des mesures, puis après on les enlève et on ne sait pas bien la causalité. Le confinement, ouais, est-ce que c'est ça qui fait baisser l'épidémie? J'en sais rien. Vous voyez, enfin, c'est toutes des mesures qui doivent être vraiment évaluées sur le plan scientifique. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Et ce n'est pas tout à fait présenté comme ça, quoi. Je vois, tiens, il y a l'UE qui annonce un contrat de vaccin avec Moderna. Donc là, maintenant, c'est la course aux achats anticipés, etc. Et lui, il va dire 97% d'efficacité. 160 millions de doses de vaccin. 160 millions de doses. Ah la vache, quand même. Ah oui, d'accord. Pour précommander. Voilà. C'est un business, hein. C'est une course. Voilà. Après, faut rendre hommage aussi à l'industrie pharmaceutique quand même, qui a fait la recherche, etc. Une recherche d'ailleurs qui marche mieux dans le privé, vous voyez, que dans le public. C'est un peu la faillite là, du système public, hein. Système hospitalier, système de recherche, des mecs qui disent tout et leur contraire à la télé. Enfin, vous voyez, c'est un peu… On pourra faire… Ça serait intéressant de faire un retour d'expérience d'ailleurs. Ça serait intéressant de faire ce retour d'expérience un peu à froid, quoi. D'accord. Oui, exactement, tout à fait. Tout à fait. J'avais une autre… Vas-y. Oui, pas de souci, David. Je te remercie. Êtes-vous d'accord pour un nouveau couvre-feu? En fait, de toute façon, on voit bien qu'ils ne vont pas refaire, parce que ça a été un échec, le premier déconfinement. Non pas à cause du déconfinement. Moi, je pense qu'on a été incapable de mettre en place une stratégie de test efficace. On l'a vu, hein, ça a été un peu un fiasco. Donc, je pense que ils vont là, pour éviter de refaire le même truc, ils vont y aller beaucoup plus progressivement. Le problème, c'est que c'est juste reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'on va faire par palier. Donc, on va descendre d'un cran, clac, confinement allégé, après, clac, couvre-feu, et après, clac, on ouvre. Mais tant que le virus continue à circuler et qu'on se donne du temps, en fait, on gagne du temps. D'ailleurs, le confinement, il n'est pas recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Il est recommandé pas dans les premières mesures. Il est recommandé dans les mesures après, à la fin, quand on n'a pas autre chose, quoi. C'est-à-dire pour gagner du temps, pour éviter de saturer les services de santé. Mais je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on a été attentiste. On n'a rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Les tests rapides, il faut qu'on les mette en place maintenant. Il faut y aller, quoi. Vous avez vu en Rhône-Alpes, là, Vauquier le fait. Et puis des lits d'hôpitaux. Moi, je trouve ça terrible de dire aux gens, oh là là, on va être obligé de vous trier dans les services de réanimation, alors qu'on sait qu'au quotidien, tout le temps, indépendamment de la crise, on est sans arrêt saturé, on a une population qui est vieillissante, on a besoin de lits de réa, on a besoin de services d'urgence, on a besoin de lits de proximité, d'hôpitaux. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir créer ces lits qui rassureraient la population? Or, qu'est-ce que je vois? Je vois encore les restructurations, le rouleau compresseur de l'administration qui supprime. Ils devraient utiliser les cliniques privées ou les lits qu'ils en ont plein. Aussi, mais on n'a rien compris sur cette crise. C'est une crise structurelle. Donc, voilà, on manque de lits, on en manquera de plus en plus parce que de toute façon,
les personnes âgées, encore une fois, elles nécessitent d'être à l'hôpital. Et finalement, regardez, quand le collectif interurgence ou interhospitalier demandait 3 milliards d'investissement dans les hôpitaux, et on lui disait non, il n'y a pas d'argent, c'est trop cher. 3 milliards. On est à combien de dépenses là? Fois 100. Fois 100. 300 milliards. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, soit j'ai une courte vue, soit j'investis. Et puis l'autre avantage, c'est que je trouve que d'investir dans les hôpitaux, dans la santé de proximité, c'est un facteur de cohésion sociale. C'est-à-dire que les gens partout en France, qu'on soit les petites villes, les grandes villes, etc., ils disent « Ah, je suis bien soigné, l'État s'occupe de moi ». Et ça, c'est important. Donc, c'est un vrai sujet politique. Alors qu'on était plutôt dans une ambiance, bah ouais, on ferme ma maternité, on ferme tout. À quoi ça sert? Je paye des impôts, quoi. Vous savez, tout le problème des taxes, des gilets jaunes, etc. Oui. C'est pas oublié, ça, quand même. C'est clair. Pour ta dernière question. Allez-y. À toi, David. Donc, moi, on va revenir au vaccin. Est-ce que s'il est obligatoire, vous êtes pour? Donc, toute la population qui devrait se faire vacciner ou que les personnes âgées, est-ce que vous serez pour? Je pense que c'est une connerie de le rendre obligatoire. Voilà. Donc, il faut être dans la pédagogie. On peut pas. Encore une fois, c'est pas Ebola, c'est pas. Que ça doit être de nous-mêmes qu'on veut y aller. Donc, la balance bénéfice-risque, elle est défavorable à une obligation vaccinale. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment le conseiller sur les populations, sur des populations à risque. Encore une fois, il faut attendre les études, etc. Mais obligatoire, non. Enfin, voilà, ça n'a pas de sens, quoi, vraiment. Et puis même, ça induirait de la méfiance, du complotisme, de la désobéissance civile, civique, qui serait très contre-productive. Donc, je suis contre l'obligation, bien sûr. Merci. Merci, docteur, d'avoir été notre invitation aujourd'hui. D'avoir été notre invité, pardon. Aujourd'hui. Et puis, on vous souhaite bon courage pour tout ça. Pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne émission. Bravo à vous. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée. Et voilà, l'interview du Medi Show est à présent terminée avec le docteur Gérald de Carzec. Merci d'avoir été notre invité. Merci à toi, David. Merci à toi, Virgile. Et merci à toi, Fredo. On se retrouve pour la spéciale Noël le 25 décembre.